Donc, deuxième conférence de ce cycle de 4 conférences. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler donc, de conférences d'histoire de l'art, comme c'est indiqué. C'est plutôt des conférences de philosophie et histoire de l'image, histoire des images. Le propos est le suivant, si vous voulez, il s'agit d'interroger, de questionner une image médiatique qui est passée dans les médias, dans les journaux, la télévision, sur Internet, qui a produit une onde de choc qui a été parfois assez mal reçue, sur lesquels il y a eu des débats, des discussions. Voilà. Donc j'interroge un peu cette image et puis le contexte autour de cette image. Alors je vous propose à chaque fois un petit exergue de textes qui me plaisent beaucoup, qui m'intéressent. Donc ici c'est Ernst Welting, donc La vraie image. Croire aux images, c'est un livre qui a été publié dans la collection Le temps des images chez Gallimard, qui est une collection tout à fait remarquable. Première édition en 2005 et la traduction chez Gallimard en 2007. La perte du monde qui s'effectue de nos jours dans les images est compensée par l'intensité avec laquelle le monde fait retour en image et comme image. Donc voilà, je vais, en quelque sorte, je me suis appuyé sur cette citation, sur cette réflexion de Welting, pour tenter de comprendre ça, ce monde, cette partition entre d'une part quelque chose qui serait de l'ordre de la perte du monde. En quoi le monde serait-il perdu aujourd'hui? Quel serait le processus qui conduirait à la perte ou à l'éloignement vis-à-vis de ce monde? Et d'autre part, en opposition, en compensation, en quelque sorte, ce retour du monde uniquement en image, mais simplement comme image. Alors, les images dont je parlerai, ce sont les images donc, de l'aujourd'hui technologique, de l'aujourd'hui numérique, de l'aujourd'hui informatique, de ce que Bernard Stiegler appelle la société réticulaire et automatique, son dernier livre, voilà. Je pense. Je m'intéresse donc au destin des images dans ce contexte-là, dans ces conditions nouvelles, sous l'autorité nouvelle de ce qu'on appelle la raison numérique. Donc je vais commenter un petit peu les prétentions en quelque sorte de cette fameuse raison numérique, de cette civilisation algorithmique, puisqu'on parle maintenant de civilisation algorithmique. Et donc je m'interroge sur le devenir, le destin en quelque sorte de ces images. Face à cette civilisation algorithmique, à ce monde nouveau de la raison numérique, je pense qu'il y a 2 attitudes possibles. La première, c'est la formule de Kant, donc s'appelait AOD, et le courage de savoir. Et le courage de savoir. Tu dois avoir le courage de savoir. Tu dois avoir le courage de te servir de ton propre entendement, dit Kant, dans son petit opuscule, dans son petit texte sur la philosophie des Lumières. Sur les Lumières, qu'est-ce que les Lumières? Je pense que c'est bon, c'est effectivement dans ce sens qu'il faut se diriger, mais il y a aujourd'hui une autre formule qui semble presque l'emporter, qui est assez inquiétante, qui est celle-ci. Mundus vult decipi ergo decipiatur. Le monde veut être trompé, donc eh bien qu'il le soit. Qu'il le soit, on le voit avec les événements des élections américaines, et on le voit avec un certain nombre une montée en puissance qu'on appelle la post-vérité, donc des images trafiquées, des propos mensongers, bon, voilà. Et il y a malheureusement parmi des intellectuels, des gens qui de la réflexion, il y a malheureusement parfois cette attitude-là. Si le monde veut être trompé, bien qu'il le soit. C'est une formule qui vient de Saint Augustin, de la Cité de Dieu, c'est livre 4, 27, et Saint Augustin dit « L'homme aime être abusé. L'illusion est un vêtement qu'il porte avec plaisir. Abandonnons-le définitivement à sa déraison. » Et la seconde injonction, donc celle pour laquelle j'opterai plus facilement, c'est donc oser savoir, s'appeler Aor. Alors je propose à chaque fois en exergue, en introduction de ces conférences, une citation qui va être éclairée en quelque sorte, celle de Welting en l'occurrence, et 2 images. 2 images qui ne sont pas les images que je vais commenter dans la soirée, mais qui sont des images qui vont éclairer en quelque sorte mon propos. Alors, voici la première image. C'est une photographie que j'ai réalisée au Centre Pompidou de Metz en 2014, à l'occasion d'une exposition qui s'intitulait « Les phares ». Et cette exposition est restée en place dans la Grande Nef pendant 2 ans, de février 2014 à février 2016. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont vu cette exposition, cette rétrospective en quelque sorte, qui a permis de lancer le Centre Pompidou de Metz.
Elle représente une œuvre de l'artiste américain Robert Irvine, qui s'appelle Sans titre, de 1967-1968, de la série des pièces que l'on nomme disques. Le cartel du Centre Pompidou dit ceci, je cite le cartel. La série des disques joue sur l'illusion et la dissolution d'un cercle de plexiglas convexe sur un mur d'accroche. Le regardeur, plongé dans une expérience sensorielle inattendue, ne peut déterminer si cette forme ronde originelle est concave, convexe, plane, ni à quelle distance elle se situe exactement. Alors, moi je pense, si vous voulez, évidemment, quand j'ai vu ces deux gamins qui se baladaient main dans la main de salle en salle, et que je les voyais arriver vers la pièce d'Irvine, je me suis dit c'est trop beau pour être vrai, je vais attendre, ils vont se poster là, je vais faire une photo et m'attendre. Donc j'ai fait cette photo. Mais je pense que ce cartel, vous avez souvent vu ça, sans demander au spectateur finalement d'avoir une attitude formaliste. L'illusion de la dissolution d'un cercle de plexiglas, il est convexe. Le regardeur est plongé dans une expérience sensorielle inattendue, laquelle on ne sait pas. Il ne peut alors, là voici cette expérience sensorielle dite inattendue, il ne peut déterminer si cette forme ronde, originale et concave, convexe ou plane. Comme si c'était la question, finalement, que se posait le visiteur. Donc, moi je pense que cette expérience du regardeur, en l'occurrence ici, ne relève pas du tout d'un questionnement formaliste. C'est-à-dire, elle ne relève pas du questionnement comment c'est fait. Elle relève d'une manière plus troublante, précisément, et je pense que les enfants sont restés assez longtemps, et ils ont bien raison, elle relève d'un questionnement ontologique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce que l'on voit, en fait? Quelle est cette chose qui est là? Donc, avec cette présence fortuite des deux enfants, cette présence, pour moi, tout à fait essentielle, l'œuvre réinscrit un effet que les Américains nomment volontiers le shining, son rayonnement. L'œuvre possède un rayonnement, elle a un effet de shining. Et ce rayonnement, il fonctionne de la manière suivante, doublement. C'est d'abord une image éblouissante, et c'est aussi une image absente. Les deux liés de manière indissoluble. On pourrait dire que ce rayonnement institue l'image, surgissant dans le champ du regard, comme une lumière vacante, comme la trace immatérielle d'une dimension insaisissable. Et cette dimension est aussi dans l'image. Cette révélation, apocalypsis, du grec ancien apocalypsis, c'est-à-dire action de découvrir, découvrir ou action de découvrir, cette dimension, cette révélation apparaît par l'intermédiaire ou en raison du témoignage de deux jeunes enfants. Disons que la chose est dévoilée par le regard des enfants. La deuxième image que je vous propose, c'est une œuvre très connue, notamment des photographes, mais également des historiens de l'art contemporain, extrêmement célèbre, c'est une œuvre signée Jeff Wall, l'une de ses premières œuvres. Elle date de 1979, Picture for Women, image pour les femmes. Jeff Wall est un artiste canadien né en 1946. Deux épreuves cibachrome, transparentes, jointes bord à bord. Il y a une coupure au milieu, un montage, avec une bande adhésive transparente qui le masque. Et les deux épreuves, donc réunies par un joint adhésif, sont présentées dans un caisson lumineux. Ça mesure 1,65 m sur 2,23 m et 28 cm d'épaisseur. Le MNAM, donc le Musée national d'art moderne, Beaubourg, a fait un achat de cette pièce qui a été tirée en plusieurs exemplaires. Et c'est un achat de 87. Donc il se trouve dans les collections du MNAM. Je ne sais pas s'il est constamment présenté, s'il est actuellement dans l'accrochage actuel, mais c'est une œuvre qui parfois n'a pas toujours été présentée. Donc, les deux personnages, le modèle et l'artiste, puisque c'est Jeff Wall qui est à droite, font face à un vaste miroir qui occupe tout le plan de l'image. L'artiste a installé un dispositif extrêmement étudié. Le voici, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui est le reflet dans le miroir, et tout ce qui est en noir, c'est les êtres matériels, en quelque sorte, du côté du modèle, du côté du photographe et du côté de l'appareil photo. Un dispositif étudié, donc, Jeff Wall ne regarde pas le modèle, mais le reflet du modèle, dans le miroir. Et de même, la femme, le modèle ne regarde pas l'appareil photo, mais le reflet de cet appareil photo dans le miroir. Pour rétablir une frontalité illusionniste, puisque vous voyez qu'ils sont installés de biais et en angle droit,
pour établir cette frontalité illusionniste. L'artiste a conçu donc un dispositif spatial en angle droit, le corps du modèle et la table d'une part, le corps du photographe d'autre part, constituent les deux obliques d'un angle droit. D'un angle droit qui vient s'insérer dans le miroir pour se déployer au-delà du miroir, dans la profondeur de l'espace, suggéré, avalé par l'œil de cyclope de l'appareil photographique. Cette image, selon Jeff Wall, procède de cette peinture d'Édouard Manet, un bar aux Folies Bergères, 1881-1882, qui se trouve à l'Institut Courtauld à Londres, sur lequel on a beaucoup écrit, notamment Thierry Leduc a écrit un ouvrage entier sur la construction optique de cette image et la position intenable du regardeur qui n'est pas présent dans le miroir, qui de manière un peu, voilà, qui n'inscrit pas son image dans les miroirs comme les vampires en quelque sorte. L'image dans cette construction de Jeff Wall et dans la peinture de Manet ne touche au réel qu'indirectement, par réfraction. Et sa construction donc est celle d'un artefact. Et dans cet artefact, un élément essentiel est l'insertion de l'artiste, l'insertion du tiers. Hein, ici l'homme au chapeau, et ici Jeff Wall. C'est ce qui révèle le montage. L'artiste donc entre dans la scène de l'image, il décide de faire figure dans le contexte de l'image, à côté, en accompagnement, avec les éléments de l'image, jouant à la fois le rôle de l'acteur et le rôle du regardeur. C'est un dispositif qui n'est pas nouveau. Tous les amateurs de cinéma et de photographie connaissent ce dispositif. On trouve ce dispositif assez souvent, notamment au cinéma, et chez un metteur en scène américain qui s'appelle William Wyler, qui a beaucoup utilisé la profondeur de champ, qui a créé la profondeur de champ très importante, et qui a souvent utilisé ce dispositif de réfraction. Les personnages regardent dans des directions absolument éclatées, comme si, finalement, le monde de l'image était un monde autonome. Le spectateur regardait un monde pour lequel, de fond, il ne peut pas pénétrer. Ce dispositif n'est pas nouveau, il a été formalisé pour la première fois par Alberti en 1435 dans ce De Pictura, c'est-à-dire dans le Quattrocento. Il faut qu'il y ait dans la peinture, dit Alberti, un personnage qui, bien qu'étant dans le monde de la fiction picturale, regarde le spectateur et lui permette d'entrer comme ça dans la peinture. Donc il y a cette idée d'aller chercher le spectateur en installant en alter ego des miroirs factices à l'intérieur même de l'image. Le corps de Jeff Wall entre dans la peinture. Cette irruption donc, du corps de l'artiste dans l'image, c'est un topos, c'est un lieu. Hein, j'ai donné la traduction du mot topos, qui est assez intéressante. C'est un lieu de l'art dont la modernité va user d'abondance. L'image, donc, comme on le voit avec ces deux petites images saisies en introduction, l'image, comme on le voit, est essentiellement paradoxale. Elle est donc à la fois le signe d'un récit et la résistance à ce récit. Elle est l'indice d'un monde et le reflet instable de ce monde. Elle montre, mais elle ne se réduit pas à ce qu'elle montre. Elle est donc toujours et malgré tout, irréductible à ce qu'elle met sous nos yeux. On ne peut pas la réduire à ce qu'elle met sous nos yeux. C'est une portion du monde, c'est un fragment d'histoire, c'est un ensemble lisible et pourtant incertain. Roland Barthes, l'écrivain, sémiologue, théoricien de l'écriture, distinguait autrefois trois niveaux de sens dans l'image. Il disait l'image a d'abord un niveau, le premier niveau de sens c'est le niveau informatif, par lequel l'image communique quelque chose aisément, et tout le monde en convient. Tous ceux qui regardent cette image reçoivent ce message. Ce message et la communication de ce message est directe. C'est ce qu'il appelait donc le niveau informatif. Le second niveau, c'était le niveau symbolique. Et Barthes le nommait le sens obvious. Le sens obvious. De obvious, qui vient au devant, qui se présente en avant, qui s'avance vers le spectateur, sur lequel les spectateurs peuvent mettre un nom, qu'ils peuvent identifier, comme étant un sens complémentaire. Un sens portant une symbolique partagée en quelque sorte, une symbolique commune.
c'est le phénomène de l'image qui saisit le spectateur. C'est par le biais du sens obvi que l'image, en quelque sorte, interpelle le spectateur. Tout spectateur, quel qu'il soit. Et puis, c'est là où le texte de Barthes est assez curieux, c'est qu'il est déterminé un troisième sens, plus indiscernable, qui, disait-il, est têtu et fuyant, lisse et échappé. Et ce sens, il le nommait le sens obtus. De obtusus, qui veut dire qui est émoussé, qui est de forme arrondie, dont on ne peut pas s'emparer. Donc ce sens obtus, ce presque rien de l'image, ces signes ténus dans l'image, ces signes dispersés, qui sont, semble-t-il, obscurément des porteurs de signification, d'une signification vacillante, ces signes ténus ne sollicitent que notre subjectivité. En quelque sorte, là où le sens obvi est partagé par tous les regardeurs, le sens obtus est fractionné en autant de regardeurs qu'il y a. Chacun croit voir quelque chose. Tiens, ce rocher au deuxième plan ressemble à un visage. Ce personnage féminin est bien pâle. Des signes qui sont dans l'image et imperceptibles, mais que chacun détecte à sa manière, en quelque sorte. C'est ça la force du propos de Barthes, c'est d'ouvrir la possibilité du sens de l'image à cette imperceptibilité, c'est-à-dire cette multiplicité d'échos que produit l'image. Et le fait qu'elle s'adresse à d'autres subjectivités. L'image donc fait comparaître un monde qu'elle ne représente ou n'identifie que partiellement. Ce qui, à bien des égards, lui donne cette apparence frustrante qui la révèle comme l'objet d'un désir impossible. Nous ne pouvons nous emparer de la totalité que nous propose l'image. Et d'autant plus impossible que l'artefact image, tout en nous tenant à l'écart de ce qu'il montre, paraît toujours faire main basse sur le monde. C'est un point que j'avais déjà développé à ma première conférence, qui est peut-être un adjuvant essentiel de l'image d'Internet. Assez souvent, on est frappé par des images qui semblent dire toute la réalité de quelque chose, d'un événement. Ils font littéralement, ils semblent faire main basse sur cet événement. L'image que nous avons sous les yeux nous laisse pantois, elle nous paraît procéder d'une vérité, incarner une vérité ultime. Donc l'image paraît s'emparer du monde comme d'une totalité sans reste, comme d'une vérité ultime et unifiée. Cependant, il se trouve que parfois, certaines images, comme libérées de leur strict souci d'informer sur le monde, placent le regardeur au comble du trouble, dans une sorte de trauma oculaire. En quelque sorte, comme si le sens obtus avait totalement obturé l'image, au détriment du sens informatif qui avait disparu, et au détriment du sens symbolique, qui avait été finalement amoindri. Place donc le regardeur au comble du trouble, dans une sorte de trauma oculaire, d'autant plus pénible que de l'image observée elle-même paraît irradier une vérité dérangeante, sur laquelle on ne parvient pas à mettre un nom, indiscernable, palpitante, secrète, comme retirée, et pourtant profondément dérangeante. Bref, l'image est souvent, semble-t-il, une cause confuse. L'image transporte un appel, c'est ce que j'avais déjà indiqué dans ma première conférence, en utilisant la métaphore de la flèche assez souvent, notamment dans la gravure hollandaise, quelqu'un dans l'image décoche une flèche vers les yeux du spectateur. C'était une matérialisation un peu agressive du jeu de l'image qui devait, comme ça, entrer dans le champ du spectateur et l'agresser. C'est l'appel, hein, l'image doit faire appel. Voilà. Je vous donne la matérialisation. On peut en faire une lecture évidemment religieuse, on peut en faire une toute autre lecture, c'est le Caravage à Saint-Louis-les-Français, la chapelle Contarelli. Bon, si vous habitez à Rome, vous connaissez cet endroit. C'est la vocation de Saint Matthieu, selon la traduction française du titre que lui a donné le Caravage, mais ça s'appelle la Chiamata di San Matteo, l'appel de Saint Matthieu. Et donc il y a effectivement, pour moi, la mise en scène du fonctionnement de l'image. L'image est un appel. On peut faire une lecture profane tout à fait de cette image. Hein. Jésus fait irruption et appelle, et Matthieu dit « qui m'appelle ». Et donc voilà, on est là dans l'image et dans l'appelant et l'appelé en quelque sorte. Ceci pour dire que l'image est aussi une voix et signe, et qu'elle est donc corps et geste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette image d'appel, cette image appel en quelque sorte,
qui a produit une sorte d'onde de choc, qui a suscité des torrents de commentaires, des flots d'images simulacres, parfois assez désagréables, de gens qui ont cru que c'était de bon ton de s'habiller comme l'enfant et de se coucher sur les plages pour faire des performances. Je vais vous en montrer deux. Je crois qu'on aura fait le tour de la question, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et dans ce contexte de simulacre, je vous parlerai également d'une image qui a servi à un célèbre artiste contemporain, Ai Weiwei, l'artiste chinois, pour faire lui aussi une image à partir de cette image, pour répéter ou rejouer un événement en image et comme image. Vous voyez, comme le dirait Belting, rejouer un événement en image et comme image. Donc je vais vous parler d'une image et d'une image d'image. Alors, je fais ce choix d'abord parce que cette image a une puissance expressive presque insoutenable. Et c'est curieux de voir que maintenant c'est presque le pli, en quelque sorte, dans le monde d'Internet. Dès qu'une image forte arrive, quantité phénoménale, on assiste à un déluge de contrefaçons, de simulacres, de remise en jeu de cette image, comme si elle était, comme si elle devait être épuisée, littéralement, comme si elle n'était pas suffisante, comme s'il convenait en quelque sorte de la tenir à distance, voire de l'étouffer. L'étouffer sa clameur ou son appel par le simulacre, par la reprise, etc. Alors voici l'image d'origine. Elle est signée d'une jeune reporter turque, elle s'appelle Nilüfer Demir. Elle travaille pour une agence turque qui s'appelle la Dogan News Agency, c'est l'AFP, c'est une agence qui travaille avec l'AFP. C'est l'image, vous le savez, du petit Aylan Kurdi, un réfugié syrien âgé de 3 ans. Il est retrouvé mort, noyé, échoué sur la plage Alioka Burun, c'est une plage qui se trouve près de la station balnéaire de Bodrum en Turquie. Cette image donc a envahi les réseaux sociaux sous le mot-clic Kiya Varonin Samlik, en turc l'humanité échouée. C'est le thématique qui est apparu dans les médias turcs, l'humanité échouée. Et c'est devenu un mot dièse, un hashtag, comme on dit, un mot dièse très partagé sur Twitter. Je vous dirai un petit mot de Twitter dans ma 4e conférence. Alors, je pense que Twitter, on le voit avec l'usage abondant que fait le nouveau président américain de Twitter, que Twitter est un outil qu'il faut un peu interroger quand même. Cette photographie du petit Aylan sur la plage donc, a immédiatement été jugée inapprochable. Par le photographe elle-même d'ailleurs, qui en parle très bien. Comme si elle véhiculait une aura qui ne permettait ni la proximité avec la scène, ni, a fortiori, sa reproduction. En gros, cette photographie est semblable à l'image cultuelle, l'image de culte, telle qu'en parle Walter Benjamin. De fait, l'image qui sert au culte, dit Walter Benjamin, a pour principale qualité d'être inapprochable. Conformément à sa nature, elle reste un lointain si proche qu'elle puisse être. C'est la très belle formule de Walter Benjamin. Un lointain si proche qu'elle puisse être. C'était le rôle qu'avaient les retables quand ils étaient, qui sont des dispositifs liturgiques, quand ils étaient positionnés sur l'autel des églises, en rétro-taboula, derrière l'autel. Et qu'aujourd'hui, on a extrait de cet espace liturgique ou paraliturgique pour les installer dans le musée, et on en a fait une valeur d'exposition. On a annulé la valeur cultuelle et on a prétendu, en quelque sorte, ne retrouver que la valeur d'exposition. Mais quand vous êtes dans un musée, que vous passez devant un retable, le fond d'or, il y a quelque chose qui vous indique que cette image, en quelque sorte, est une kiamat, c'est un appel qui vient vers vous, elle ne peut pas être réductible à une simple image, à une simple peinture, en quelque sorte. Elle emporte, elle garde quelque chose, elle garde une trace, en quelque sorte, de ce passé. Donc, s'il est possible d'approcher la matérialité de cette image, c'est sans rompre ce lointain, dit Benjamin, où elle reste après être apparue. De sorte qu'avec la photographie, c'est aussi une formule de Walter Benjamin, de sorte qu'avec la photographie, la valeur de culte, dit Walter Benjamin, se trouve refoulée sur toute la ligne, par la valeur d'exposition. Et Benjamin souligne, la valeur cultuelle, pourtant, n'est bien sûr jamais refoulée sans reste. Jamais refoulée sans reste. Voilà. Ce reste, donc ce quelque chose dans l'image qui subsiste comme proche pour nous, je me calque dans les formules de Walter Benjamin, je pense que ça ouvre un questionnement majeur. Et
historien de formation, je suis captivé par les images, et je suis très étonné de voir avec quelle facilité notre époque postmoderne, dans notre époque postmoderne, on démultiplie en quelque sorte une image, surtout quand elle a un grand pouvoir de fascination. Quelque chose qui ne se serait pas faite pendant de très longues périodes. Ce qui nous saisit dans la photographie du petit Aylan sur la plage, c'est deux choses essentiellement. D'abord, le drame insupportable, accablant que cette image désigne. Et d'autre part, le fait que la représentation photographique de ce drame s'érige très curieusement comme une quasi-image de piété, mago pietatis, ce qu'on appelle une mago pietatis, une image où la valeur symbolique anthropologique de l'événement ne cède pas sans reste, je reprends la formule de Walter-Benjamin, ne cède pas devant l'image journalistique, devant la valeur d'exposition du photoreportage. Cette valeur d'exposition dont serait investie, par exemple, l'image du petit Aylan, si elle était exposée au festival Visa pour l'image de Perpignan. Alors je vous montre une photographie d'un des lauréats durant l'été 2016 à Perpignan, du prix donc, de ce Visa pour l'image de Perpignan. Il s'appelle Aris Messinis. Vous avez vu ça, j'imagine. Il a fait un reportage sur les migrants qui prend à la gorge, littéralement, et qui a une force humaine considérable, et qui s'était généreusement déployé sur les 6 messes de Perpignan comme une photographie d'art contemporain, en quelque sorte. Voilà, ça m'a paru très étrange, moi, cette façon finalement de dire qu'au fond il s'agit d'un reportage sur les migrants. Il ne s'agit que d'un reportage sur les migrants. Voilà, il est doué, il s'appelle Aris Messinis. J'ai pris ça sur le site du Visa pour l'image. Pour le dire simplement, il y a dans cette image, l'image du petit Aylan, quelque chose qui excède l'image, ou qui ne relève pas de l'économie de l'image, et ce quelque chose, nous pouvons le résumer en 4 mots. Mais je n'ai pas vu ces mots prononcés énormément. Les voici: la mort d'un enfant. La mort d'un enfant. L'universalité de ces 4 mots, la référence imprécise mais brutale qu'elle convoque, chacun s'en fait sa propre image, qui est aussi une absence d'image. Chacun se fait une propre image de cette question, qui est aussi ça. Je veux dire par là que chacun dispose, quant à cette réalité, la mort d'un enfant, d'une expérience personnelle complexe, où la mémoire, l'émotion, l'imagination, le trouble, l'anxiété, la culpabilité, le sentiment d'absurdité du monde, composent un agrégat sans mots. Cet agrégat, compliqué, difficile à penser, est une formation de résistance, spontanée, par laquelle nous prétendons, nous essayons, de nier ou de tenir à l'écart cette image. Nous essayons de nier ou de tenir à l'écart toute possibilité d'image de la mort d'un enfant. D'ailleurs, lorsqu'on s'interroge, par exemple à l'occasion de la photo du petit Aylan, je dis tiens, qu'en est-il de la représentation d'un enfant dans l'histoire de l'image et l'histoire de l'art en Occident? Ben, aucune image ne nous vient à l'esprit spontanément. Aucune. Le faire-image de l'histoire, qui existe depuis les temps préhistoriques, le faire-image qui consiste à semer des traces sous forme d'image, eh bien, ce faire-image, sur cette question-là de la mort d'un enfant, ce faire-image s'est enrayé. Il n'a pas fonctionné. En tout cas, il n'a rien enregistré. Et d'ailleurs, qu'en est-il de cette image-là, la mort d'un enfant, dans l'histoire de l'image? Nous savons au moins, depuis Sartre, que la littérature ne peut rien devant la mort d'un enfant. Là, c'est ce qu'il dit en face d'un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids. C'est un entretien que Sartre avait eu en 1964 avec Jacqueline Piatier pour le journal Le Monde. En face d'un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids. Un débat s'était tenu à la Mutualité, à cette époque, organisé par Clarté, c'est un monde, si je parle d'un monde antidiluvien, évidemment, Clarté, qui était la revue des étudiants communistes, et ce débat
portait un intitulé « Que peut la littérature ?» Que peut la littérature? Il était animé par Yves Cohen, qui était un jeune écrivain. Et Yves Berger avait déclaré, présent donc, parmi les intervenants, avec Ricardou, qui représentait le nouveau roman, avec Sartre, avec Simone de Beauvoir, bref. Yves Berger avait déclaré ceci. « L'autre soir, à 5 colonnes à la une, Pierre Desgrottes présentait d'horribles images, dit-il, de cadavres au Congo. De cadavres au Congo. Des images, c'est-à-dire très exactement ce que les mots nous donnent à voir, sitôt que nous les écrivons ou que nous les lisons. Je me suis précipité le lendemain sur les journaux. Le Monde et les autres quotidiens ne racontaient pas qu'une seule personne, fût-ce une seule, était morte de ces images. Alors, ce sont des propos qui ont un peu plus de 50 ans, donc un demi-siècle, et évidemment qui nous étonnent. Bon, les jeunes générations doivent être absolument estomaquées de voir des choses pareilles. Les images ne tuent pas plus aujourd'hui qu'elles le faisaient à l'époque, ce milieu du XXe siècle, mais en tout cas aujourd'hui, il ne se trouve plus personne pour affirmer que les images sont très exactement ce que les mots écrits ou lus nous donnent à voir. Plus personne ne pense ça. Tout le monde a bien compris que désormais, les images se sentent affranchies de l'appareillage des mots. N'ont plus besoin des mots pour exister, en quelque sorte. En raison de leur nouvelle économie, sur laquelle j'avais présenté un petit peu dans ma première conférence, cette économie de développement, d'autodéveloppement, d'auto-engendrement de l'image, que j'avais nommée virale, parce qu'elle se propageait, révisionniste, parce qu'allègrement, elle modifiait l'histoire, elle proposait des relectures différentes. Donc un mode de développement de l'image en expansion continue. J'avais évoqué, donc proposé 2 règles lors de cette première conférence. Je vous les rappelle très rapidement. La première règle, la nouvelle économie de l'image est caractérisée par son flux, par son expansion permanente, c'est l'effet viral. C'est l'effet viral. L'image est toujours hors cadre. Elle est hors exposition, elle est hors contexte, elle est plongée dans la diffraction et dans les simulacres. Alors je vous en montre 2, voilà. Performance à l'initiative d'une artiste. Et une autre image, une peinture murale de 2 artistes à Francfort en mars 2016. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est vraiment, ces artistes-là, visiblement, se calquent complètement leur démarche dans un processus qui mérite d'être interrogé, qui est inquiétant. Cette possibilité qu'a l'image de s'auto-engendrer, de produire des répliques comme si de rien n'était, et comme si on pensait que ce type de représentation pouvait avoir un effet quelconque sur le regardeur. Au-delà de l'effet d'effroi, évidemment. Voilà. Donc, effet viral. Et deuxième règle, cette expansion produit en permanence du recouvrement, de l'effacement, de l'oubli, par ensevelissement, pourrait-on dire. Elle agit donc au sein de l'histoire comme un appareil de révision permanente de cette histoire. Un appareil révisionniste au sens où, sous Staline, il était d'usage d'effacer des photographies, tous ceux qui s'étaient opposés au pouvoir y avaient disparu physiquement. Voilà, le personnage de droite, hop, Molotov et Ribbentrop restent là, mais le personnage de droite, tombé dans les oubliettes du goulag, disparaît, les romans de l'image, qui est pour l'occasion, vous voyez, qui est toiletté, picturalisé. C'est l'effet révisionniste. Je pense que dans Internet, ce processus fonctionne également, à sa manière, non pas par ce toilettage de l'image, en l'excision comme ça, mais précisément par la duplication ad vitam aeternam. L'image, aussi violente soit-elle, est désinvestie aujourd'hui de sa force d'effraction, ou de sa force de mystère, ou de son étrangeté, ou de son énigme, peu importe comme vous voudrez. Mais là où le totalitarisme stalinien pratiquait l'excision d'une image, reprise ensuite à l'identique et archivée, légitimée comme un document, voilà l'image, et voilà le document que l'on archive, qui va légitimer la nouvelle position idéologique et politique. Internet, pour sa part, pratique le flux, et ce flux change la donne. Désormais, quelle qu'elle soit, l'image a toujours déjà été vue.
L'effet révisionniste, c'est l'universelle image déjà vue. Internet est un appareil produisant l'institution de l'image déjà vue. L'image sans usage, à force d'être engloutie dans l'échange. Et ça, c'est un véritable problème. Avec l'expansion donc sans contrôle des GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, bien des questions actuelles, comme la question dite de la protection des données, du droit à l'oubli, du droit au déréférencement, donc un certain nombre de questions comme ces questions-là, apparaissent largement comme des questions relatives à l'image, relatives à l'économie de l'image, à sa dimension artistique, mémorielle, patrimoniale, etc. L'effet viral, c'est-à-dire l'image systématiquement hors contexte. Vous tapez Caravage et puis vous avez des ananas, une plage, un truc pour les maillots de bain, selon certainement une logique algorithmique qu'on pourrait retrouver, mais dans une sorte de délire qui, quant au fond, nuit à votre recherche et anéantit la possibilité que vous avez d'accéder à un sens précis des images. L'effet viral, c'est-à-dire l'image systématiquement hors contexte, et l'effet révisionniste, c'est-à-dire l'image toujours déjà vue, sont au cœur des actions contre les géants de l'Internet. Alors récemment, vous le savez, alors volontairement, j'ai minoré ces images dans leur présentation sur l'écran. Je ne leur ai pas donné la dimension. Alors je vous présente une image très célèbre, c'est ce qu'on appelle la Napalm Girl, la petite fille. Elle s'appelle Phan Thi Kim Phuc, qui avait été brûlée au napalm. C'est une photo qui a été faite le 8 juin 1972 par un photographe d'origine vietnamienne, qui s'appelle Nick Ut, qui travaillait pour Associated Press. Et vous savez que cette image, récemment, a été censurée par Facebook. Voilà cette image de la petite fille vietnamienne brûlée au napalm, courant nue parmi d'autres enfants terrorisés. Voici le commentaire qu'on trouve sur Internet à propos de cette image. En pleine guerre du Vietnam, la photo de cette petite fille courant nue, brûlée au napalm, glace d'effroi le monde. Arrêtez cette horreur, titre en une le quotidien The Sun. L'image est souvent considérée comme celle qui a retourné l'opinion publique américaine. Une vision un peu abusive, car les critiques sur la guerre du Vietnam étaient déjà majoritaires au moment où Nick Ut a pris son cliché. Mais elle a très certainement hanté les nuits de Richard Nixon. Le fait est que le réseau social, comme vous le savez, Facebook, je mets des guillemets à réseau social, il faudrait interroger cette formule. De quel monde social parle-t-on? À mon avis, le monde social du réseau social n'est pas le Lebenswelt, le monde commun de la philosophie. Donc le réseau social, Facebook, a confié à des algorithmes automatiques des fonctions de modération, c'est le terme officiel. De sorte que l'index négatif petite fille nue, c'est aussi l'index officiel, hein, petite, trait d'union, fille, trait d'union, nue, a été sélectionné in abstracto par la machine. Petite fille nue, il y avait, donc la machine a modéré et supprimé l'image. Facebook a cherché à se disculper en déclarant, je vous donne la citation de Facebook, qui est quand même inquiétant, qui témoigne de l'état de leur non-réflexion sur ces machines qu'ils actionnent, qu'ils dirigent, qu'ils ont parfois créées. Si nous reconnaissons que cette photo est iconique, la photo de Nick Ut, évidemment, si nous reconnaissons que cette photo est iconique, il est difficile de faire une distinction et d'autoriser la photo d'un enfant nu dans un cas et pas dans d'autres. C'est difficile. On mesure donc à nouveau que sous le règne de la raison numérique, les images médiatiques se sont affranchies de l'appareillage des mots, c'est-à-dire d'une régulation organisée selon des principes fondés en droit et en raison. Abandonner à la machine le jugement critique sur l'image et la détermination de sa fonction de vérité, c'est un dogme qui annule l'idée même, à mon sens, de la conscience humaine. Un dogme qui accorde finalement au pouvoir numérique la même vertu d'équilibre naturel que la main invisible du marché selon Adam Smith. Le communiqué de Facebook, très postmoderniste, signifie que l'on ne sait plus aujourd'hui où réside le droit et la raison. C'est-à-dire les fondements de la société démocratique issue des Lumières, eh bien, on ne sait plus très bien où on en est quant au fond. Ils sont devenus indiscernables. On ne sait plus où l'on feint de ne plus savoir. Dès lors, la pensée d'image construite par les artisans de la raison numérique affecte notre possibilité même de penser le monde. L'illisibilité gagne par altération de mémoire,
c'est-à-dire par disparition des signes, par surexposition aveuglante du pouvoir émotionnel de l'image, comme trace indéchiffrable, et par exténuation de la valeur d'usage. Les images n'ont plus qu'une valeur d'échange, en quelque sorte. Ce sont des marchandises. Mais quant au fond, elles ne disent plus rien. C'est ce qu'affirme Hans Belting. La perte du monde qui s'effectue de nos jours dans les images est compensée par l'intensité avec laquelle le monde fait retour en image et comme image. C'est cette question qu'il faut prendre en considération. Cette intensité, donc, avec laquelle le monde fait retour en image et comme image, était en 64, on l'a vu dans le propos de Berger tout à l'heure, était en 64, entièrement appréhendée par l'écrit. On jugeait alors que l'écrit donnait à voir exactement, très exactement, disait Berger, comme les images. Et que les images puissent advenir comme images, cela n'était guère imaginé. Du moins pensait-on ainsi du côté de certains écrivains et éditeurs. Yves Berger, né en 1931, décédé en 1904, était romancier, était également éditeur chez Grasset. Je pense que si on avait posé à la même époque la question, est-ce que les images disent les choses très exactement comme les mots, par exemple à un membre d'une jeune génération de cinéastes, d'avant-garde, je pense que la réponse aurait été négative. La mise en balance sartréienne en format roman se situe à un autre niveau. Il ne s'agit plus d'affirmer que la lecture du monde par l'écrit coïncide bord à bord avec sa mise en image. Il s'agit à présent d'un point de vue moral et d'une hiérarchie des valeurs. Un enfant mort, c'est ce que dit Sartre, emporte un sens plus profond et touche à une vérité plus ultime que n'importe quel roman. C'est peut-être en raison de ce constat, on pourrait dire presque naturel, c'est l'impératif catégorique de Kant. Hein. Ce qui est nécessaire, ce qui est rendu obligatoire du fait que ça existe avant même, antérieurement à la loi. Ce dont tout le monde convient avant même que la loi puisse légiférer. C'est un impératif catégorique. Eh bien, c'est peut-être en raison de ce constat, de la puissance de cet impératif catégorique, que la représentation, l'image d'un enfant mort, est exceptionnelle dans l'art, voire quasi absente. On va quand même jeter un coup d'œil sur ce que dit l'histoire de l'art dans ce sens. Le Caravage, le sacrifice d'Abraham, 1598-1603, ça se trouve aux Offices à Florence, 1,4 m sur 1,35 m. La mythologie biblique donne à cette image un poids particulier, peut-être originaire de certaine manière, en tout cas pour notre culture, avec le sacrifice non accompli d'Isaac par son père Abraham, c'est-à-dire du fils enfant par le père aimant. Je vous rappelle que Abraham possède une double racine sémitique, littéralement, ça veut dire père aimé et père aimant. Donc, la double relation à l'enfant. Le père n'existe pas sans l'enfant, ni l'enfant sans le père. C'est ce que dit le mot, c'est ce que dit le nom. Le père aimé et aimant s'apprête à sacrifier son jeune fils lorsqu'un ange surgit et arrête son bras. Un agneau remplacera finalement l'enfant. Les anthropologues, vous le savez, identifient habituellement dans ce récit la forme mythifiée du passage dans l'histoire de l'humanité des sacrifices humains aux sacrifices animaux. Cela paraît, me semble-t-il, également renvoyer au meurtre rituel des enfants, comme bouc émissaire dans certaines sociétés primitives, ou dites primitives ou antiques. En plein milieu du XVIe siècle, Vasari, dans son célèbre ouvrage Les vite dei più eccellenti architettori, pittori, scultori italiani, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes italiens, première histoire de l'art, milieu du XVIe siècle, Vasari parle de Paolo Uccello, et notamment du cycle que Paolo Uccello a peint au Chiostro Verde. C'est à Sant'Andrea Novella, à Florence, dans une église, dans le cloître, donc, le cloître vert. Le nom vient du fait que la terre était verte, là. Uccello a représenté une série d'œuvres magnifiques avec des lunettes, c'est très très grand, les œuvres sont très grandes, et notamment, Vasari s'arrête au déluge, la scène supérieure ici. Et qui représente deux états, hein. À gauche, l'arche de Noé qui s'apprête à partir, et les personnages essaient de grimper et de s'accrocher à cette arche et de rejeter à la mer qui monte partout. Et à droite, l'arche est revenue, et voilà, Noé sort par
par la fenêtre de l'arche, et puis les aubesses, hein, les fresques sont très abîmées, elles ont été restaurées de manière malencontreuse et elles sont pas très abîmées. Il y a, dans la partie droite de l'image, vous le voyez, couché sur le dos, un enfant mort qui flotte, gonflé d'eau. Et Vasari, devant ce petit cadavre, donc flottant nu dans l'eau, trouve que c'est un objet pictural efficace. Au nom de quoi? Au nom de la théorie de la terribilità. La théorie qui avait cours, c'est-à-dire il y a deux styles, la Venusta, le style de la grâce, Raphaël, et la terribilità, qui est Michel-Ange. Et Vasari dit, c'est la terribilità. La scène est terrible. Plutôt, cette image, il la place dans une catégorie mentale qui lui permet de la maintenir à distance. Il utilise un répertoire, il utilise en quelque sorte des mots. Il y a, en apparence absence de jugement moral, en réalité, il y a suspens émotionnel. Suspens émotionnel auquel se contraint Vasari, qui n'annule pas l'événement, suspens qui n'annule pas l'événement, mais qui le tient à distance. L'art contribue alors à juguler la douleur en transformant la représentation en image allégorique. L'art, le dispositif de représentation, participe ainsi pleinement du processus de civilisation. Je vous renvoie à Norbert Elias, dont il rédige en quelque sorte l'imago. Hein, c'est les grandes thèses de Norbert Elias. Les images ne sont en Occident, la puissance de l'image en Occident n'a pas servi simplement à décorer, à faire plaisir, elle a organisé la société, elle lui a permis en quelque sorte d'expurger les passions négatives, comme dirait Descartes, et donc elle a permis de juguler, de gérer les passions et les pulsions. Donc l'art, comme dispositif de représentation, participe au processus de civilisation dont il rédige l'imago, c'est-à-dire les préceptes imagés, c'est-à-dire le temporis imago, comme on a pu dire, le temps d'image. Hein. Les images, chaque image construit, chaque époque construit les images dont elle a besoin. Sauf qu'aujourd'hui, l'époque construit des images dont elle n'a pas besoin. Pour la première fois dans l'histoire de l'art, notre époque gère les images d'une manière qui se retourne contre la compréhension de cette époque-là. Donc la parole apparemment indifférente de Vasari témoigne, je pense, à l'évidence même, de la force attribuée à ces images. Ce sont des images qui sont choisies, qui sont pensées, et elles servent à construire un imaginaire. C'est un imaginaire commun, et c'est une morale de la cité. C'est une morale de la cité. L'image de l'enfant mort s'inscrit, pour Vasari aussi, elle s'inscrit, comme on le voit dans cet exemple, dans le temps théologique, c'est-à-dire le plan du salut, selon les chrétiens, la téléologie, par le biais du massacre des innocents, par une thématique du massacre des innocents. C'est une grande thématique qui a permis, après le sacrifice d'Abraham, une des deuxièmes grandes thématiques qui a permis de libérer cette pulsion dans une société où la mort de l'enfant est un fait profondément accablant. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Il y a 50 à 65% des enfants qui meurent entre naissance et 1 an. Donc les chiffres sont considérables. La mortalité infantile aura été, vous le savez, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et peut-être même jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, grand problème des sociétés occidentales, entre autres. Donc il faut régulièrement que l'art, c'est une fonction de l'art, l'art expurge, l'art dit les choses. Hein, donc il va présenter ce massacre des innocents parfois par un biais hystérisé. C'est une thématique importante dans l'iconographie catholique à partir du baroque. On le voit, je vous donne deux images, deux œuvres. La première, c'est une peinture de Guido Reni. Le massacre des innocents, 1611, ça se trouve à Bologne, à la Pinacothèque de Bologne. Chez Guido Reni, les enfants morts sont endormis. Il y a des traces de sang, mais néanmoins, les enfants sont présentés comme endormis. Il y a une manière, en quelque sorte, d'alléger le pathos. Par contre, si on se réfère au massacre des innocents de Nicolas Poussin, donc vers 1600, ça se trouve au musée Condé à Chantilly, on voit qu'il y a, l'action est en route, elle n'est pas accomplie en quelque sorte. Il y a quelque chose qui reprend le simulacre du geste d'Abraham sur Isaac et qui va conduire à la mort de l'enfant, mais il n'est pas accompli. Deux protocoles, une sorte de présentation sans que les enfants soient, sans que la mort de l'enfant soit présentée véritablement de sa mortalité. Il y a donc, chez un Guido Reni par exemple, dans cette idée de l'enfant
mort endormi, une convention iconographique qui va s'établir, qui témoigne de la conscience d'un salut pour l'âme des nouveau-nés, grande préoccupation pendant assez longtemps, conformément à la tradition issue de Grégoire de Nice sur le limbus puerorum, c'est-à-dire il existe un espace, un certain, on va bientôt nommer les limbes, où peuvent se réfugier ces âmes. Et saint Thomas d'Aquin avait dit « toute douleur est exclue de leur peine ». Donc il fallait bien trouver des formules pour rassurer les familles, en quelque sorte, devant la puissance du drame et l'impuissance politique et religieuse devant ce drame. Lorsque l'enfant mort est inséré, assez rarement, très rarement, dans l'iconographie des vanités, et d'ailleurs il n'est inséré dans l'iconographie des vanités que dans l'espace protestant, notamment dans l'espace luthérien, où l'on regarde les choses en face. Et les artistes utilisent aussi des protocoles pour alléger l'impact de l'image, pour en adoucir la violence symbolique. Alors c'est le cas par exemple ici chez Hans Sebalbeam, avec cette gravure de 1540 qui s'appelle Mors Omnia Equat. Vous connaissez la formule, si vous avez regardé Rome, le feuilleton Rome à la télévision, on sait, vous savez, cette tête de mort, la roue et la tête de mort, c'est la formule que les latins utilisaient, Mors Omnia Equat, mais la mort égalise tout. Hein, tout le monde est identique, l'homme a une inégalité absolue devant la mort. Vers 1540, c'est une gravure sur cuivre, qui est conservée à la BNF, où il y a un tirage à la BNF. L'enfant est présenté dans une niche, et lorsque la gravure est reprise au siècle suivant, quasiment dupliquée, hein, donc, par Lucas Kilian, né en 1579, décédé en 1634, c'est une gravure qu'il signe, que Lucas Kilian signe de son nom, son monogramme, 1614, alors que c'est simplement une pastiche, hein, c'est pas tellement ennuyeux. Il s'arrange pour que ce qui était véritablement une niche où on a déposé le corps du petit cadavre à côté de la sablière qui était coulée, dont tout le sable est passé, eh bien devient chez lui, par un artifice de composition, pas surjoué, mais presque en troisième sens, comme dirait Barthes, présenté comme une affiche, comme une image dans l'image, comme une incrustation d'image dans l'image. L'enfant mort semble être devenu une image dans l'image, une gravure épinglée au mur. Nous sommes en 1614, et c'est une époque de très grande mortalité infantile en Europe. Mais le réel, ici, est filtré par la double mise en scène graphique et éthique. Si les artistes ont répugné à cette représentation de l'enfant mort, c'est parce qu'on touche à un point aveugle de la civilisation et de l'éthique historique. L'enfant mort, c'est un être qui n'est pas encore entré dans l'histoire, laquelle donc lui demeure étrangère, et à ce titre, il n'a pas d'inscription. Il ne fait pas signe dans le processus de civilisation. C'est dans la société une marque absente, et dans l'histoire un signe éteint. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur les limbes, et une partie considérable du clergé et des théologiens considéraient qu'il ne fallait même pas accorder les limbes. Les enfants morts n'existent pas. Hein, donc vous voyez, il y avait cette question-là, c'était une sorte de déni de cette C'est dans la société, donc, une marque absente et dans l'histoire un signe éteint. La seule trace de l'événement relève du registre subjectif, de la mémoire familiale ou personnelle, et d'une mémoire qui ne se dit pas, qui ne s'écrit pas. Alors je vous renvoie à un mythe, je n'ai pas eu le temps de développer, ça nous aurait mené trop loin, au mythe des enfants massacrés de Niobé, N-I-O-B-E, qui s'achève par la pétrification de Niobé par Zeus. La fille de Tantale est transformée en rocher, d'où jaillit une double source évoquant les larmes éternelles de Niobé, dont les enfants sont morts, dont on a tué des enfants. Le mythe donc ce mythe de Niobé se referme sur l'impossibilité même de l'image. La mère se minéralise, entre en quelque sorte, devient un élément naturel. Dans le contexte du jansénisme français donc, et de la piété calviniste également, dans les Pays-Bas, pays du Nord, il existe quelques portraits personnels, privés, d'images d'enfants morts en bas âge. Ici, je vous montre une peinture qui se trouve à Besançon, au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, elle porte encore ce nom, qui était autrefois attribuée à Philippe de Champaigne,
Aujourd'hui, on la présente comme atelier ou entourage de Philippe de Champagne, portrait d'un enfant mort, vers 1650. Et si vous allez à Besançon, je vous prie de croire que c'est une œuvre assez troublante, avec, vous voyez, cette espèce de, on ne voit pas très bien avec la puissance de la lumière, cette aura jeune, quasi spectrale qui passe autour de l'enfant, qui crée un climat. Bon, et l'œuvre, l'œil entrouvert, une espèce d'incertitude comme ça. Alors, ce sont vraiment des protocoles, le rayonnement aurifère, d'une part, glissement de l'enfant dans le monde royaume de la sainteté, et puis la paupière entrebâillée, présence encore de l'enfant à la vie, il nous écoute. Ce sont des protocoles que l'artiste utilise en quelque sorte pour tenir à distance la puissance de sidération, en quelque sorte, de cet événement. À cette époque, le taux de mortalité, est-ce que ça passe infantile reste effroyable jusqu'à la fin du 19e. C'est évidemment l'explication historique. 300 pour 1000, c'est-à-dire 30% des enfants mouraient avant l'âge de 1 an en 1740. 30%. 150 pour 1000, c'est-à-dire 15% à la fin du 19e siècle, et environ aujourd'hui 4%. Ça se compte pas en 1000, hein. Il y a des chiffres précis de l'INED sur ces statistiques-là. La représentation de l'enfant mort donc constitua une invention iconographique quasi liturgique, d'esprit baroque en tout cas, puisque le baroque est le premier mouvement de l'histoire de l'art qui utilise la mort comme un adjuvant de la foi, de la croyance, ce qui est assez étonnant, mais la mort est omniprésente dans le baroque, hein. Qui permet donc d'associer cette mort, de la fusionner avec la perspective du salut, et donc d'en accepter la présence au quotidien. Alors je vais vous mettre une peinture curieuse d'un artiste qui s'appelle Johannes Michels, qui est né à La Haye. Il est né vers 1614, il est décédé en 1670. Ça s'appelle La famille de Willem van der Koven. C'était un juriste, ce fameux Willem van der Koven, pour lequel il avait déjà travaillé, fait des œuvres, et il lui commande, van der Kerkhoven commande, qui est assis là, commande à l'artiste une représentation de sa famille. La peinture se trouve au musée historique de La Haye. Ça date des années 1652. Et tout le monde est là. Les enfants morts sont en haut. Ce sont des angelots. 5 enfants morts, 10 enfants vivants. Hein, on a assez souvent, c'est un protocole qui a été oublié, mais les enfants morts étaient intégrés comme étant évidemment projetés dans un univers céleste. Et voilà. Ils sont, toute leur est exclus de leur peine, ils viennent bombarder, et ils descendent vers les vivants, ils sont coprésents en quelque sorte, en tout cas ils sont présents dans l'image. On pense habituellement qu'il s'agit de chérubins, et on se dit, tiens, les chérubins sont abondants dans la peinture baroque, mais assez souvent ces chérubins sont des tenants-lieux, hein, ce sont des représentants de quelque chose, ils sont là pour... on a l'état des familles nombreuses, évidemment, il y a beaucoup d'enfants mouraient en bas âge, je me rappelle. Si vous avez lu Montaigne, cette petite anecdote de Montaigne qu'il raconte dans des essais, il travaille dans son grenier, il écrit, puis il se lève pour graver, pour se délasser, il regarde par la fenêtre, il dit, mais qui sont ces gens? Il voit des enfants qui passent. Il dit, ah oui, ce sont des enfants. Et un peu plus loin, il dit, ma fille est morte le mois dernier. Donc on ne sait pas s'il le sait maintenant ou si on s'en est rendu compte tardivement. On voit que la relation à l'enfant même vivant tout à fait différente de la nôtre, que la puissance de la mort, la présence omniprésente de la mort devait contraigner en quelque sorte à des artifices de comportement, à un mode d'être tout à fait différent, qui passe dans la peinture, hein, qui passe tout à fait dans la peinture. Vous voyez donc qu'il y a eu, depuis toujours en quelque sorte, une recherche en Occident pour circonscrire le tabou de l'enfant mort, le tabou de l'image de l'enfant mort, le tabou de l'image de l'enfant mort, pour soustraire cette image à sa totémisation, à sa transformation en fétiche, susceptible d'être à la fois adoré et redouté, vénéré et craint. Comment célébrer l'événement sans le totémiser? C'est un grand protocole complexe, hein, pour pas qu'il vienne envahir, parce que vous savez que la mort était présente, omniprésente, dans la demeure romaine également, hein, puisqu'on a associé les dépouilles, on a associé les crânes, comme dans beaucoup de sociétés dites primitives, où il y a une autre gestion, en quelque sorte, de la mort. La mort fait partie de l'espace des vivants. Je pense donc personnellement que la grande indexation occidentale sur l'enfant Dieu, Jésus, et l'ambiguïté sémantique de la scène dite de la pietà, imago pietatis,
ont servi de bouclier, je pense, ou de formation de dérivation, limitant la propagation des images d'enfants morts. Je m'explique. Je m'explique à travers quelques images. Il y a une ambiguïté sémantique très forte de certaines scènes de Madone avec l'enfant, qui consiste à présenter l'enfant sur les genoux de la mère comme déjà mort, ou dans un état physique et chromatique d'abandon qui donne à penser que sa mort est un destin arrêté. Et l'enfant, déjà, bien qu'étant encore vivant, d'une certaine manière marche par ce destin inéluctable. C'est constant, en pointillé. Ce n'est pas... Il y a évidemment la formule à la Bellini, où l'enfant est potelé, mange une pomme, donne des petites tapes à sa mère, c'est la version vénitienne, mais il y a la version florentine, plus sombre, en quelque sorte, qui va se développer au niveau du baroque. Je vous montre deux images, il y en a en abondance. La première, c'est une Piero da Francesca, vous l'avez reconnu, c'est le retable de Brera, qui se trouve à Pinaconette de Brera, ça date de 1472. Le petit Guidobaldo, le fils du comte de Montefeltro, qui est à droite, agenouillé, le comte de Montefeltro, et Marie, le visage de Marie, c'est l'épouse qui a prêté son visage, l'épouse décédée d'ailleurs, l'épouse décédée a prêté le visage, Francesca, la petite, a prêté son visage pour faire la mère, pour faire Marie, et c'est le petit Guidobaldo, le petit héritier en quelque sorte qui est là, il est mort. Il glisse d'ailleurs, et Piero da Francesca l'a installé de telle manière que le spectateur voit qu'il glisse des genoux, qu'il descend vers le bas. Et il porte, évidemment, le fétiche de corail qui était longtemps, en tout cas la Renaissance italienne, un fétiche contre la mort, voilà, qui était lié à l'idée de... à Dionysos, et qui était lié à l'idée de la Renaissance, de la rédemption. On mettait ça, on donnait ça aux enfants, et puis il était de bon ton pour un garçon d'offrir ça à sa fiancée, d'offrir un bijou avec du corail, hein, c'est le symbole de vie heureuse, de longue vie. On retrouve ça de manière plus dramatique dans l'espace maniériste, chez le Parmesan, Parmigianino, le Parmesan, la Madone au long cou. 1534, 1535, on a changé de siècle, on est passé donc au XVIe siècle, ça se trouve aux Offices à Florence. L'enfant glisse sur le vêtement de sa mère, il sombre, les yeux sont clos, le corps se blanchit, et puisque c'est une Madone qui vient de nourrir son enfant au sein, et qui referme son vêtement, on voit l'aréole du sein qui perce en dessous, il y a derrière cette théologie du sein, en quelque sorte du sein et du lait nourrissant, et là il y a un accord monstrueux, très maniériste, entre le lait nourrissant et le passage, le glissement de la mort, en dépit donc du lait nourrissant. La thématique du lait se trouve supplantée ou rehaussée par celle de la disparition de l'enfant, et on pourrait très certainement identifier les anges qui apparaissent sur la gauche comme étant des incarnations, des représentations fantasmatiques d'enfants morts, qui viennent avec, vous voyez la réduction des maniéristes, hein, il n'y a pas de deuxième plan, vous avez remarqué, c'est pas du maniérisme, il y a un premier plan et un arrière-plan. Donc le gâteau du monde, on enlève dans le gâteau du monde la part intermédiaire qu'on enlève, et on raccorde le plus lointain sur le plus proche, c'est l'effet maniériste, qui fait qu'on ne sait pas où on est. D'un coup, on passe du premier plan à une scène qui est très très loin, où un prophète déroule son phylactère devant un alignement de statues. La chose est dite, c'est annoncé en quelque sorte. On sent que le processus de la mort et de la rédemption, le destin de cet enfant, en quelque sorte, a été arrêté de longue date. On voit qu'il y a tout un travail pour installer l'iconographie et faire passer cette question de l'enfant mort, la délester en quelque sorte de sa réalité triviale et l'installer dans un mode de lecture très strictement liturgique ou religieux. N'oublions pas que pour l'Ancien Testament, l'état d'enfance, c'est l'état même de l'homme sur terre. Alors je vous renvoie à Isaïe 43,6 et puis aussi à Matthieu 8, 11, etc. Je vous donne un extrait de l'épître aux Galates. Le pneuma nous rend conformes au Christ, de sorte qu'en lui, nous pouvons appeler Dieu Père, entre guillemets. L'idée du pneuma, du souffle de vie reliant l'enfant à Dieu, s'ajuste à l'humanité dans son ensemble, conçue comme enfance du salut. L'enfant possède et est animé par la grâce sanctifiante, et c'est par lui que l'accès à Dieu comme Père est possible. C'est par Jésus, par l'enfant, que l'accès à Dieu comme Père est possible. Donc c'est une force de sidération
dans l'édifice théologique. L'enfant est l'être de l'éveil et l'être de l'accès. De fait, et c'est bien ce que les textes bibliques désignent ou mettent en scène, l'enfant est plus que l'homme. Il est la naissance de l'homme, il condense toute la puissance du symbole sur le principe même de l'origine. Il est l'origine à tout jamais continuée, reprise et relancée. Il est l'origine comme espérance absolue et dynamique, espérantielle, comme disait la théologie, c'est-à-dire comme incessant désir de vie. Là, je pastiche un peu Thomas d'Aquin. Il nous faut en ce point évoquer un passage tout à fait curieux que j'ai trouvé chez Freud, qui m'a étonné, qui m'a vraiment étonné. Un passage suggestif que j'ai trouvé chez Freud, dans le premier Freud en quelque sorte, le Freud de ce qu'on appelait autrefois la science des rêves, qui est l'interprétation des rêves, 1900. C'est le début de la psychanalyse, et Freud considère que les rêves et leur interprétation constituent des voies royales pour accéder à l'inconscient et à ses logiques de fonctionnement. Et dans ce livre, il analyse un grand nombre de rêves, et notamment celui-ci qu'il emprunte à Ernst Jones, l'un de ses disciples. Alors voici ce que dit Freud. Je prends dans un travail de Ernst Jones un autre rêve de naissance avec son interprétation. De point ouvrir les guillemets. Elle était au bord de la mer et surveillait un petit garçon qui lui paraissait être le sien, pendant qu'il pataugeait dans l'eau. Il alla si loin que l'eau le recouvrit de sorte qu'elle ne pouvait voir que sa tête et la manière dont elle s'élevait et s'abaissait à la surface. Fermez les guillemets. Alors, fin du commentaire, fin du texte de Jones. Freud reprend. Cette première partie du rêve était, dit Freud, une rêverie de naissance. Dans le rêve, comme dans la mythologie, la délivrance de l'enfant des eaux est ordinairement représentée par renversement, par l'entrée de l'enfant dans l'eau. La naissance d'Adonis, la naissance d'Osiris, de Moïse, de Bacchus ont fourni des exemples, entre beaucoup d'autres. Il faut joindre aux rêves de naissance les rêves de sauvetage. Sauver, en particulier tirer hors de l'eau, a le même sens que mettre au monde. Voilà donc la phrase de fin. On mesure donc sur la base de ce matériel anthropologique que je vais présenter comme ça, de manière succincte, la véritable catastrophe symbolique, j'insiste sur ce terme, catastrophe symbolique, qu'a représenté l'image du petit Elan sur la plage de Turquie. Un enfant en bas âge meurt, n'a pas été sauvé. C'est la même chose, n'a pas été sauvé. C'est comme si sa naissance se projetait immédiatement dans la mort. Et si la naissance de l'enfant se confond avec sa mort, cela veut dire que l'origine humaine qu'il incarne symboliquement est alors anéantie, de sorte que plus aucun des vivants n'existe. Et l'humanité elle-même se trouve annihilée. Je pense, donc, c'est une idée personnelle, que la prégnance du christianisme s'est construite précisément sur cette articulation étroite entre la naissance et la mort de l'enfant. À travers la figure de l'enfant comme être pour la mort, l'origine de tout s'est exaltée comme fragilité et incertitude, et la vie est le nom de cette précarité. Cela s'incarne, d'autant plus explicitement dans l'image du petit Elan sur la plage, que le corps a bien été rejeté par la mer. Notez le phonème, la mer. Il vient de l'eau, c'est-à-dire de l'origine de chacun d'entre nous. Et cette origine, ce milieu d'où nous venons tous, devient le lieu même de la rature de l'origine, dans une sorte d'inversion qui prend le mythe à rebours. Si l'on se place du côté de l'islam, c'est évidemment indispensable dans le cas du petit Elan. C'est très intéressant, la position de l'islam sur l'enfant, c'est très intéressant. Les enfants morts en bas âge échappent dans leur tombe, dans l'islam, à une épreuve terrible que les non-musulmans ne connaissent pas, ou que ceux qui ne sont pas intéressés à la religion musulmane ne connaissent pas, qui s'appelle l'épreuve de la compression des corps. On pense que dès que la famille est partie, une formule même qui dit dès que le dernier a quitté le cimetière, deux anges surgissent, l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir, et ils viennent comprimer, écraser, broyer les os, etc., du corps mort, en le soumettant à des questions, pour savoir s'il est légitime de le conduire au paradis. S'il sait répondre, quelles sont ses réponses, s'il a des réponses à donner. C'est l'épreuve dite de la compression des corps. Épreuve effrayante d'ailleurs, pour les jugés effrayants, par les jeunes musulmans, notamment l'épreuve effrayante, et par les familles. Très eh bien, l'enfant, donc, n'est pas visité par les anges, Munkar et Nakir, et ils échappent à l'épreuve de la compression des corps. Parce qu'ils ne sauraient rien répondre à ces deux anges, ils accèdent directement au paradis. Et selon Al-Bukhari,
je cite, « Même les enfants des polythéistes, dit-il, c'est très aimable à lui, suivent ce chemin du salut. » Dans le soufisme, alors c'est le soufisme qui va développer de manière très très aiguë cette pensée de la question, pensée anthropologique de l'enfant. Dans le soufisme, notamment pour le théologien et poète Ibn Arabi, donc Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Sheikh al-Abbas, c'est-à-dire le plus grand maître, comme disait Arabes, le plus grand maître. Il est né à Murcie, en Andalousie, en 1165. Il est décédé à Damas en 1240. Et bien pour Ibn Arabi, l'enfant est l'âme du père. L'âme du père. Toute une tradition musulmane raconte que l'enfant mort attend son père, c'est la formule, et lorsque celui-ci mourra, l'enfant s'accrochera à son vêtement pour l'accompagner au paradis. Alors je cite ici Sahih Muslim. L'enfant saisira le vêtement de son père et ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'Allah les installe tous les deux dans le paradis. En fonction d'accès, hein, l'enfant mort, il n'y a pas de l'âme. Il attend, c'est lui qui va être l'intermédiaire, l'intercesseur, parce qu'il est l'origine. Il est la fonction de vérité. C'est très intéressant. Finalement, l'image du petit Ilan sur la plage libère ce que l'on nomme en philosophie une époquée. Une cessation du jugement. Une rétention de la pensée autour d'un suspens de tout jugement. De sorte que la pensée repliée sur son absence d'intentionnalité ou sur la perte de sa capacité à l'intentionnalité, cette pensée s'ouvre au monde comme attente et silence. C'est Husserl qui a défini cette formule, qui a développé cette formule de l'époquée. L'époquée, évidemment, vous l'avez compris, c'est la situation la plus insupportable qui soit pour le flux des images contemporaines. Car elle est inaugurale de la conscience morale. C'est-à-dire d'une mesure universelle qui brise la quantification, qui stoppe l'hémorragie irraisonnée des images au profit d'une distance critique. Disons que sans formuler encore ni jugement ni critique, l'époquée rend l'être disponible pour cet engagement, ainsi que l'a dégagé Husserl, sous l'appellation de réduction phénoménologique. C'est l'appel la réduction phénoménologique. C'est la façon qu'a l'être de se rendre dispo, sans jugement encore, de se rendre dispo à toute posture morale, à tout engagement. Ce repli sur soi, hein, ce retour sur soi, ce retour de la conscience sur soi, qu'il appelle la réduction phénoménologique. L'image époquée, donc, jusqu'à une date récente, ce que j'appellerais l'image époquée, jusqu'à une date récente, surgissait seule dans son strict isolement, dans sa solitude quémandeuse, entre guillemets, d'images oratiques libérant en nous, par la fissure du regard, l'éveil d'une conscience au saké. C'est ce que fait l'image époquée, hein, ce type d'image, la kamata, comme dirait le Caravage, c'est parce que cette image sollicite en nous l'éveil d'une conscience, en quelque sorte, au saké. D'ailleurs, ces images époquées, on les connaît. C'est celle-ci, la jeune fille à la fleur devant les soldats en armes. Une photo de Marc Ribot, tous les photographes connaissent ça, prise le 21 octobre 1967 lors d'une manifestation à Washington contre l'intervention américaine au Vietnam. On est bien aux États-Unis, on est bien à Washington. La jeune fille s'appelle Yann Rose Casimir, elle a alors 17 ans. Celle-ci, je l'ai minorée pour ne pas lui donner un poids excessif. L'enfant juif du ghetto de Varsovie qui se rend soldat nazi. 1943, photo anonyme, que vous connaissez, une image que vous connaissez. Voilà des images époquées en quelque sorte. Des images sur lesquelles, quand au fond, ce qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est l'absence de commentaires. On n'a rien à dire. On l'a subi et on a un examen de conscience à faire. On doit libérer en nous la conscience pour lui permettre d'articuler des mots, un langage absolument nécessaire. Elle ne peut pas être seule, il faut qu'elle soit accompagnée par les mots. Mais aussi, à mon sens, si on en fait lecteur profane, la vocation de Saint Matthieu, donc la Kamata, la vocation de Saint Matthieu de Caravage, qui met en scène la force d'effraction de l'époquée, conçue comme appel, Kamata, image qui va bien au-delà de la sphère religieuse et possède des implications, à mon sens, fortes dans le monde commun, hein, ce qu'on appelle le Lebenswelt, les philosophes appellent le Lebenswelt de nos sociétés. La société nous appelle, les choses nous appellent, les images nous interpellent. Et nous sommes, nous, pas du tout à la place de Jésus, nous sommes bien à la place de Matthieu. Qui m'appelle? Ça, hein? Qui m'appelle, dit Matthieu. C'est très beau le geste. Hein? Évidemment, parmi ces images époquées, il faut placer l'image du petit Hélène sur la plage. C'est ici qu'intervient, à titre de réplique ou de simulacre, le célèbre artiste chinois Al Weiwei. Je reprends les termes employés sur la Wikipédia. Au cours de l'année 2015,
Ai Weiwei se rend sur l'île de Lesbos pour montrer le quotidien des migrants et des réfugiés qui transitent par l'île grecque. Il partage ses photos avec sa communauté, notamment au moyen du réseau social Instagram. Au cours de ce voyage, il fait état de son souhait de créer un mémorial afin de garder la mémoire des individus qui ont péri en mer. En 2016, il fait fermer son exposition à Copenhague en signe de protestation contre la décision du gouvernement danois de confisquer les effets des réfugiés. En 2016, la même année, il fait recouvrir les colonnes Konzerthaus de Berlin de gilets de sauvetage récupérés sur les plages grecques et ayant été utilisés par les migrants pour traverser la Méditerranée. À Lesbos, le voilà, l'artiste dit « C'est un moment historique. Quelle que soit la perspective où l'on se place, en tant qu'artiste, je veux être plus impliqué. Je veux créer des œuvres en lien avec la crise et susciter une sorte de prise de conscience. » Et il fait réaliser cette image. C'est un photographe qui s'appelle Ruit Shaula, un photographe d'Indian Today. L'Indian Today, c'est un quotidien, un site internet, c'est un ensemble de forces de frappe dans la presse indienne. C'est un photographe d'Indian Today qui est présent avec lui, qui l'accompagne et qui fait la photo. Cette photo passe directement sur Internet, elle est diffusée, elle est insérée, comme je dis, dans le flux. Vous l'avez vu certainement, elle est passée partout. Elle a évidemment été provoqué des réactions très contrastées. Nous avons donc la photographie du petit Thaïlande et la photographie de l'artiste chinois Ai Weiwei, reprenant ce qu'il croit être, semble-t-il, la pose entre guillemets du petit Thaïlande. L'artiste sur la plage, donc non pas à la plage, mais bien, vous voyez, sur la plage, comme il le souhaite, accède aussitôt au flux mondial des images en essayant d'occuper une place qui n'existe pas. Cette place-là de l'enfant mort n'existe pas quant au fond. C'est cette place qu'il prétend occuper. Évidemment, cette action de l'artiste chinois sur la plage a été vivement condamnée de bien des côtés. Mais sans doute, Weiwei intégrait-il par avance cette réprobation, enfin je veux bien le croire, cette réprobation, de sorte qu'elle constituait, cette réprobation attendue, une partie, et je dirais une partie nécessaire de son travail, de son action. L'infamie même de la photographie, qui est bien une réponse abjecte à une situation abjecte, cette infamie a été clairement présentée par l'artiste. La dissension entre le geste de Weiwei et le ressentiment mêlé de tristesse du public devant l'image du petit Thaïlandais ne peut que se retourner finalement comme une question vers ce public. Choqué mais inactif. Et vous, comment agissez-vous? Dans sa désinvolture grotesque, j'utilise cette formule, l'image de Weiwei témoigne d'un monde qui fait retour en image et comme image, avec une intensité qui nous emprisonne.